De Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous interroger, à mes côtés, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour à tous les deux. Et dans cette émission, une séquence droite suite. À deux reprises, c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui viendra relayer les interrogations des auditeurs, téléspectateurs, internautes qui nous regardent et vous écoutent surtout. Pour interpeller Alexis Corbière, rien de plus simple, Facebook ou Twitter, hashtag le grand jury. Alors, Alexis Corbière, beaucoup de questions d'actualité pour vous. Et d'abord, Laurent Wauquiez, qui a porté des accusations, tous azimuts, lors d'un... Pas après nous. Pas après pour l'instant, en tous les cas, il n'a rien dit. Mais contre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, est-ce que vous déplorez qu'on puisse plus rien dire? Est-ce que vous, quelque part, vous ne prenez pas le contre-pied des condamnations qui se succèdent en disant on n'est pas dans un monde aseptisé, on peut aussi dire des choses et on n'est pas obligé de tout enregistrer? Ou au contraire, vous dites comme tout le monde là, vous le condamnez? Non, mais moi je condamne pas. Déjà, j'observe, c'est pour ça que je taquinais, qu'ils se tapent surtout entre eux. Donc c'est un monde assez peu intéressant, enfin, du moins où c'est le monde de la droite. J'espère que... Mais plus sérieusement... Alors, sentez-vous très bien. Pour ceux qui nous écoutent, Alexis Corbière s'est tourné vers Alexis Brézé. C'était pour taquiner, pour détendre. Mais qui n'avait rien demandé, mais qui n'en pensait pas moins. Non, moi, ce que déjà j'observe, il y a un problème de qualité de la parole publique. Ce qui m'a intéressé le plus dans cette histoire, qui ne m'a pas passionné non plus, mais c'est qu'il dit je vais vous parler franchement, couper les micros, parce que quand je suis sur les plateaux télé, je fais du bullshit. Et vous, jamais vous faites de bullshit sur les plateaux médiatiques? Non. Des sornettes, on va traduire. Non, alors non, de la bouse de vache, parce qu'en plus j'observe que notre ami qui veut revenir au terroir auvergnat utilise le bullshit. Ouais. D'accord. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? En gros, quand je suis à la télé, je dis de la merde, et quand je suis devant vous, je vais vous dire la vérité. On vous laisse faire la moi, je n'ai non, mais j'entends bien, mais ça, c'est un problème. Moi, vous pouvez, et quand je dis moi, pas seulement ma personne, l'ensemble des gens de la France insoumise ne viennent pas sur plateau télé en ayant l'impression de faire, en gros, de raconter n'importe quoi, et après de dire autre chose. C'est ça qui est le plus choquant, au-delà du cas, dans le cas présent, et de manière générale. Je ne vais pas à la télé pour dire autre chose que ce que je pense. Après, vous pouvez me reprocher, et des mises en scène que j'assume, des coups d'éclat pour faire passer des idées, peut-être. Ou des larmes. Ou des larmes, voilà. Oui, mais alors... Non, mais attendez, ça, c'est autre chose. Qu'on recontextualise. Non, mais je reviens là-dessus. Donc, pour les auditeurs et téléspectateurs, je rappelle, Alexis Corbière, si vous étiez sur un plateau de télévision récemment, et au moment d'évoquer le sort des salariés de Carrefour, vous avez eu des larmes qui ont été considérées un peu comme une mise en scène. Alors aujourd'hui, vous nous les assumez, c'est ça que vous nous dites. On a bien vu les gens sur les réseaux sociaux, même des personnes qui se sont dit est-ce qu'il n'en fait pas trop, Alexis Corbière? C'est une question ça, c'est autre chose. De voir en larmes sur les plateaux, même quand on parle du sort des salariés. Attendez, on en a glissé sur Wauquiez. Alors on va dire un mot là-dessus. Oui, c'est vrai. Une émission qui dure 2h30. Moi, quand je suis allé les voir à Porte de Montreuil, à Carrefour, c'est des gens qui vont être licenciés, qui m'ont particulièrement bien accueilli, qui étaient contents que je sois là. Il y a une situation où il y a au moins 2400 emplois, peut-être 10 000 emplois à l'arrivée. Si on est plus grand groupe, je parle du groupe Carrefour qui embauche 115 000 personnes, qui a fortement bénéficié d'aides publiques à travers le CICE et d'autres types d'aides, à tel point que, c'est le chiffre que je donnais, pour chaque personne qui vont licencier, ils auront touché 150 000 euros d'argent public. Moi, ça me tire les larmes au bout d'un moment parce que je n'accepte plus ces injustices. Je ne l'accepte plus. Bon, alors c'était une émission. Vous voulez que je vous dise tout? Le premier qui m'a fait pleurer, c'est Thierry Ardisson qui pleurait comme une madeleine au bout de la table. Et alors, tout le monde, non mais franchement, il y avait une émotion palpable. Et moi, je dois avouer que me sentir en plus tellement privilégié d'un certain point de vue depuis que je suis député, de voir que ces gens m'ont remercié de venir, alors qu'eux, ils sont le symbole de toutes ces injustices, moi, ça me touche. Alors si après, il y a une bande de minables, notamment, je pense à un humoriste comme Stéphane Guillon, qui aujourd'hui est un macroniste affirmé, qui m'insulte, alors que ce monsieur, franchement, est ridicule, est un cœur sec sur tout ce qui se passe dans ce pays, mais me prend pour cible, et qu'il y a quelques trolls sur les réseaux sociaux que ça fait rire, peu me chaud. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des salariés qui se mobilisent de Carrefour, notamment d'autres de mes amis sont allés les voir, ils leur ont dit une chose qui est beaucoup revenue, c'est que quelque part, ce moment médiatique était l'occasion de dire ne touchez pas aux salariés de Carrefour, c'est pas à eux de faire les frais aujourd'hui de ce choix. Alors, on referme là-dessus parce qu'on parlait de Wauquiez. Wauquiez, lui, il passe à la télé, il fait un enregistrement pour dire moi, quand je suis à la télé, en gros, il y a une forme, je dis autre chose que ce que je pense. J'affirme ici que tous les gens de la France insoumise, quand ils sont sur les plateaux, disent ce qu'ils pensent. Jamais ils n'ont un double discours. Jamais d'angle de bois. Mais alors, justement, vous allez nous le prouver, on a 1 heure pour le... Voilà, non, exactement. Alors, justement, Alexis Corbière... La langue de bois, c'est parfois que vos questions sont tellement tordues qu'on ne sait pas quoi répondre. On n'a même pas commencé à vous poser de questions qu'elles sont déjà parfois. Attendez, on va pas tous non, mais quand il y a des questions en bois, des fois, vous me le faites. On va essayer de pas faire des questions en bois, et vous allez essayer de pas faire de réponses en bois. Je plaisante. Mais sur Wauquiez, après avoir dit sur Sarko, il a été hypocrite. On n'en parle plus. La question sur
Non, je vais vous parler de la question de Darmanin. Laurent Wauquiez a dit « il sait ce qu'il a fait et il va tomber ». Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin peut rester en fonction après les accusations dont il fait l'objet? L'une d'elles a été classée définitivement. Il y a toujours une plainte pendante. Est-ce que vous pensez, là en l'occurrence, comme Wauquiez? Alors là, c'est intéressant parce que j'ai un peu taquiné, on redevient sérieux. Le problème de la qualité de la parole publique. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait Darmanin, je ne sais pas. Il y a des choses très graves, je n'en sais rien, je souhaite que la justice travaille. Et ce que j'apprécie peu de la part de Wauquiez, c'est qu'il y a un sous-entendu que lui, Wauquiez, sait des choses. Bon, et là, c'est pas bien, parce que s'il y a des gens qui savent, en l'occurrence, il faut le dire. Macron déplore la République du soupçon, vous êtes d'accord avec lui de ce point de vue-là? Oui, bien sûr. Mais la République du soupçon, c'est aussi... Alors, il faut parler cas par cas. D'abord, la parole qui se libère de la part de femmes souvent maltraitées, humiliées, être obligées de donner des faveurs sexuelles à des hommes politiques quand elles viennent, dans le cas présent, parce qu'une demandait une histoire un peu tordue, mais enfin, elle voulait que son dossier, si j'ai bien compris, judiciaire soit un petit peu revu. L'autre cas, encore plus glauque, s'il est vrai, d'une dame qui aurait des problèmes de logement, ça, je trouve ça sordide. Si tout ça est vrai, je dis bien, si tout ça est vrai, c'est grave. Mais ceci dit, dans le cas présent, la justice est saisie. Moi, je suis pas pour les tribunaux. Que la justice travaille. Peut-être que M. Darmanin est innocent, peut-être qu'il est coupable, on verra. Clémentine Autain dit il y a 2 poids 2 mesures. Finalement, on a fait sortir Bayrou, Marielle de Sarnez dès qu'ils avaient été mis en cause. Et là, Darmanin ou Hulot ne partent pas. Est-ce que vous reprenez cette expression il y a 2 poids 2 mesures? Sous-entendu, il faudrait que Darmanin et Hulot s'en aillent. Si je sais ce que Clémentine Autain a dit, c'est pas nous qui avons fait sortir Bayrou. Hein. Ah non, c'est la jurisprudence. Non, mais. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a choqué, je ne sais pas, et M. Darmanin aussi a le droit d'avoir son honneur défendu, comme d'autres. Hein. Moi, par contre, ce qui m'a choqué, c'est toutes les députés En Marche qui se lèvent pour l'applaudir. C'est quand même une façon de dire, on est tous avec toi, tu es innocent. Moi, je n'en dirais pas plus. Vous considérez que Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, lui qui a été visé par une plainte classée sans suite en 2008, il doit encore un peu différent. Continuer à travailler à leur ministère sans être critiqués, inquiétés dans leur action? Il y a une procédure judiciaire qui doit être ouverte, qui doit travailler. Les faits sont graves, s'ils sont avérés. Dans le cas de Gérald Darmanin, il y a une procédure qui a été abandonnée pour viol, une autre qui poursuit pour abus de faiblesse. Pour Nicolas Hulot, la procédure a été classée sans suite. Donc il n'y a pas de sujet politique. Donc c'est d'une grande confusion. Et effectivement, moi je ne crois pas que c'est là-dessus que le type devrait, monsieur Hulot ou un autre, devrait démissionner. Mais peut-être que ça nécessite, au vu, je ne sais pas, c'est un nouveau journal, l'Hebdo, qui arrive. S'il y a des éléments, la justice peut-être peut s'en saisir. Tout ça est quand même d'une grande complexité. Mais vous ne demandez pas leur démission? À ce stade, écoutez, je peux pas. Ou alors on va demander la démission de tout le monde. Ou alors, franchement, moi, il y a des choses beaucoup plus graves que fait ce gouvernement qui devrait amener. C'est qu'ils démissionnent collectivement. Juste une dernière question. Parce que vous avez des gens qui racontent n'importe quoi, qui sont pour faciliter les licenciements, creuser les injustices, rendre des milliards aux plus riches et frapper les plus pauvres. Là, j'ai envie de dire démission. Non, mais c'est important parce que n'ayons pas un angle médiatique qui consiste à dire quand il y a la suspicion, il faudrait démissionner. Mais quand on frappe les plus pauvres de ce pays, ça c'est normal. Non, c'est ça qui m'indigne et qui me fait pleurer parfois. Dernière question sur ce thème-là. On a globalement l'impression que tous les partis politiques sont touchés par ces révélations, les Verts, la droite, la gauche, les mouvements de jeunesse. On l'a vu avec le MJS et l'UNEF. Est-ce que vous, à la France Insoumise, vous avez eu des remontées concernant de potentielles affaires dans votre parti ou rien du tout de cette nature-là? Non, pas de cette nature-là, mais c'est vrai que parfois il y a eu de nature proche. Il y a une parole. Non, mais à ce stade, écoutez, on ne va pas jeter la suspicion sur. Non, mais est-ce que vous pouvez dire en toute transparence que ça puisse passer aussi dans votre parti? Non, je n'ai pas de cas précis pour l'instant qui sont remontés publiquement jusqu'à moi où ce genre de cas a eu lieu. Voilà. Mais ça peut arriver. Et si c'est le cas, il faut évidemment qu'il y ait des sanctions qui soient portées. Vous avez mis une cellule en place comme certains partis. Voilà, oui, on est un groupe qui a été mis en place. Et à ma connaissance, je ne crois pas que pour l'instant des cas aient été remontés, mais ça peut arriver, franchement, ça peut arriver. Il ne faut pas dire que... Mais à ce stade, vous n'avez pas de ce genre de remontée dans votre parti. On vous a entendu sur ce sujet. Alors, autre sujet d'actualité, qui n'a absolument rien à voir, c'est la question du service national. Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne un service national obligatoire universel. Depuis, c'est assez compliqué. La ministre de la Défense dit qu'il ne sera pas obligatoire. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il le sera. Une mission parlementaire dit qu'il y aura un parcours en plusieurs étapes pour ce service civique et citoyen. Finalement, vous, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous dites, et Macron et le président de la République dit, il faut un service obligatoire? Est-ce que vous dites, bravo, il a raison, il faut faire un service obligatoire? Nous, nous avons porté avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne le fait que nous étions favorables à un service qui pouvait être à la fois civil ou militaire, sur des tâches qui pouvaient être très bien de l'apprentissage de l'écologie, tourner vers, vous voyez, nombre de tâches civiques qui ne sont pas seulement des tâches militaires, que ça pouvait concerner payer l'équivalent du SMIC. On pouvait à cette occasion faire passer le permis
permis de conduire gratuitement à tous les jeunes de France, etc. etc. Ça peut être un moment civique utile. Du coup, vous rejoignez la proposition du président. Si ça vous fait plaisir, je veux bien, mais de ce que j'ai compris... Non, mais c'est la cohérence politique fait que vous voteriez cela. On va voir, parce que l'homme que vous avez devant vous est aussi membre de la mission parlementaire qui a travaillé, et à la fin, franchement, j'ai plus rien compris. Je n'ai plus rien compris de qui était quoi. On a même vu une de mes collègues parlementaires d'En Marche, qui était responsable de la mission, intervenir un jour à l'Assemblée pour demander à la ministre de la Défense ce qu'elle prévoyait sur le sujet sur lequel elle était en train de travailler, alors que je ne savais toujours pas quelles allaient être les conclusions de cette mission. À l'arrivée, il y a 3 missions qui ont été mises en place. Le président de la République s'est exprimé sur une autre ligne que ce que propose même la mission parlementaire. Mais vous n'avez pas d'opposition de principe sur le service national? Si c'est un temps civique utile, qui permet, non pas que les choses soient claires, il ne s'agit pas comme avant de revenir dans des casernes, mais que chaque fille et garçon de ce pays puisse avoir pendant 9 mois quelque chose qui permet, qui continue à être un moment de formation, un moment d'instruction civique, un moment qui, une fois de plus, mais une séquence militaire, ça vous gênerait ou pour pas? certains, oui, ça peut être utile aussi. Je suis pour qu'il y ait un lien entre la... Moi, je suis membre de la commission défense et armée. Je suis pour qu'il y ait un lien entre la nation et son armée. L'armée ne doit pas être privatisée, et ça me semble... Je suis un républicain, et vous savez, même si le défilé militaire choque beaucoup de gens pacifistes, et je suis aussi un homme de paix, mais c'est le symbole, alors on peut s'arrêter au symbole, quand l'armée défile devant le peuple pour dire que le souverain, c'est le peuple. Donc il ne faut pas rompre ce lien. Je ne suis pas pour une privatisation de l'armée, parce que ça finit mal, les armées privées, au bout d'un moment. Hein, on n'en est pas, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on abordera peut-être un sujet où la question de la privatisation de certaines fonctions régaliennes est quand même en place par ce gouvernement. Adrien, justement, un autre rapport cette semaine, le rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF, préconise que l'on change le statut de l'entreprise et que l'on arrête d'embaucher des cheminots avec le statut qu'ils ont aujourd'hui. Ce matin, la ministre des Transports dit la chose suivante: la casse du service public, c'est de laisser perdurer la situation actuelle. Est-ce que vous acceptez de dire oui, il faut que les choses bougent à la SNCF? Alors, cette dernière phrase, oui, il faut que les choses bougent à la SNCF, il faut améliorer le service public. D'accord? Toujours pareil. Et faire évoluer le statut des cheminots et de l'entreprise. Non mais n'utilisez pas, cher Adrien Gindre, une novlangue, faire évoluer le statut. Là, il s'agit de privatiser. Il s'agit de dire, parce que au bout d'un moment, les mots n'ont plus de sens. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, sous l'injonction de l'Union européenne, car il s'agit de ça, aujourd'hui, privatiser la SNCF, qui est un joyau? Là, il n'est pas question de privatiser, là. Ah bon? Ouvrir à la concurrence? Ouvrir à la concurrence. Non, mais la SNCF, il n'est pas question de la privatiser. Non, mais il s'agit d'ouvrir à la concurrence, de mettre un terme à un monopole de service public. Il s'agit de dire qu'il ne faut plus, si j'ai bien lu le rapport Spinetta, embaucher des gens sur des statuts de fonctionnaires. Il s'agit de fermer des... Attendez, je termine. Il s'agit de fermer des lignes, notamment... C'est ça, parce que faire évoluer le statut, je suis pour... faire évoluer tous les statuts. D'ailleurs, que notamment, vous savez, le statut des fonctionnaires, il y a le gel du point d'indice depuis 2010. Abandonner le statut des cheminots pour non, être je clair, suis pour vous êtes que d'accord. cela reste un service public, parce que c'est pas vrai que le privé, ça marche mieux que le public. On a nombre d'exemples européens, notamment, il y a le plus singulier qui est celui de la Grande-Bretagne, où à partir du moment où on a cassé le monopole public... Est-ce que là-dessus, c'est la question qu'on pose, est-ce que sur l'emploi à vie des cheminots, vous dites on ne peut pas y toucher, on n'a pas à y toucher, ou il y a une évolution possible sur l'emploi? Je suis pour la défense du statut de fonctionnaire, voilà, et c'est ce que vous appelez l'emploi à vie, et c'est le fait que quand on fait partie de la fonction publique, effectivement, on a la sécurité de l'emploi. Vous savez, je ne suis pas pour le nivellement par le bas, je ne vois pas ce qu'on gagnerait à ce qu'il y ait une privatisation, à ce qu'il y ait, une fois de plus, la capacité de licencier, sitôt qu'on propose aux gens de faire travailler dans des conditions de détérioration de leurs conditions de vie, le fait que c'est un motif de licenciement. Je ne vois pas ce que le service public et que les citoyens ont à gagner à ce que... Vous irez manifester le 22 mars? J'irai manifester. Je pense qu'il faut, y compris une réaction politique plus large. Individuellement, c'est la France insoumise qui sera dans la rue. Oui, non, mais vous m'avancez des dates en plus. Moi, le 22 mars, les cheminots ont appelé avec la fonction publique à manifester dans la rue. Moi, je les soutiens. Oui, je les soutiens. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ira aussi? Écoutez, je n'ai pas son agenda, mais on peut l'appeler si vous voulez. Mais pour ce qui est de la France insoumise... Peut-être que vous pouvez le savoir, vous êtes quand même son porte-parole. J'ai tort de le prendre comme ça. De toute manière, la France insoumise sera aux côtés de ceux qui manifesteront. Et politiquement, parce que vous avez devant vous un député, nous prendrons position en disant c'est mauvais, c'est un affaiblissement de l'État. Ne faisons pas croire aux Français, au nom du fait qu'il y a eu dernièrement, c'est ça, on voit bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une série de petits problèmes qui ont été gonflés pour dire que tout ça ne fonctionne plus. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Et à l'arrivée, il faut privatiser le service public qui va encore moins bien fonctionner. Parce que donnez-moi un exemple de pays dans lequel, quand les chemins de fer ont été privatisés, ça a mieux marché. Il n'y a pas que des petits problèmes de fonctionnement. Il y a quand même un problème structurel parce qu'il y a le choix du tout TGV qui a été fait, l'abandon de beaucoup de petites lignes, des mauvais choix industriels et stratégiques. Mais alors,
Et puis par ailleurs, il ne faut pas avoir peur du mot dette quand il s'agit de quelque chose qui est un investissement pour le pays. Vous avez beaucoup aujourd'hui en province, c'est de plus en plus difficile parfois de prendre le train. Il y a parfois des poches de chômage qui se créent parce que les transports publics sont de plus en plus compliqués. Alexis Alors est-ce qu'on a un Corbière, regard un peu large là-dessus ou est-ce qu'on passe notre temps à dire attention Vous parliez en début d'émission de tout ce que vous condamnez de la politique du gouvernement. Est-ce que vous espérez qu'à l'occasion de cette grande manifestation du 22 mars, il y ait une sorte d'agrégation des contestations sur donc, la SNCF, la réforme de la fonction publique, le Parcoursup, qui est donc le nouveau processus de sélection à l'entrée de l'université. Est-ce que vous espérez ce million de manifestants qu'espérait Jean-Luc Mélenchon sur les Champs-Élysées, on s'en souvient tous en décembre, qui n'a jamais eu lieu, est-ce que vous espérez cette grande contestation populaire ? On n'a pas changé d'idée là-dessus. Ce serait utile, effectivement, et nécessaire qu'en plus de la réponse politique que nous apportons actuellement à l'Assemblée nationale ou que le mouvement France Insoumise développe, qu'il y ait une mobilisation large dans ce pays qui fait reculer ce gouvernement. Mais elle n'a pas vu le jour entre-temps non plus. Écoutez, ça peut arriver, voilà. Écoutez, non mais on n'est pas à l'heure du zapping où parce qu'on a dit quelque chose qui n'avait pas eu lieu, d'un seul coup, je vais rentrer à la maison ou même devenir macroniste. Parce que les gens ne sont pas sortis dans la rue. Suffisante que vous évoquez parce que vous savez, parce que c'est difficile de perdre une journée de salaire, c'est difficile de se mobiliser, que peut-être, nous on a mis la discussion aussi que les directions syndicales tirant un UADIA parfois, ça n'a pas aidé beaucoup de nos concitoyens à se dire là, il y a quelque chose de fort qui a lieu. Mais ça reste la tâche qui est devant nous. Et c'est d'ailleurs même une proposition que je refais, écoutez tous ceux qui... On est disponible pour ça, on l'a dit. Vous voulez rencontrer les syndicats pour parler de l'organisation de cette manifestation ? On a déjà rencontré, il n'y a pas... mais la rentrée, de ce point de vue-là, politique, enfin je parle de rentrée parce que vous évoquiez la jeunesse, mais effectivement, les conditions, selon moi, sont mûres pour qu'il y ait une mobilisation qui soit large. Sur le terrain social, ils frappent. Sur des questions fondamentales qui touchent la jeunesse, son droit à l'éducation, le droit de choisir leur formation, ils remettent des choses en cause. Mais est-ce que le problème que vous rencontrez n'est pas qu'une partie, et une grande partie de l'opinion est finalement assez favorable à ces réformes, notamment je pense à celle de la fonction publique, où quand on fait des sondages, on voit que 76% des Français et 72% des fonctionnaires sont pour le plan de départ volontaire, par exemple, ou pour la rémunération au mérite. C'est quoi ce sondage au Doxa, Opinionway pour les Échos. Non, mais moi je me méfie. Ouais, faut toujours dire que les sondages sont bidons, mais quand même, est-ce que vous... Non, mais moi je ne crois pas que dans ce pays, les gens, soyons concrets, aient envie qu'il y ait moins de fonctionnaires. Après, c'est pas tout... Non, mais je peux terminer un raisonnement. Je ne dis pas ça. Oui. Je vais vous prendre des plans de départ volontaire, ils disent oui. Non, mais départ volontaire, ça veut dire en gros que des gens vont partir et ne sont pas renouvelés. Donc ça veut dire moins de fonctionnaires. Voilà. Moi, je vais vous prendre des tas d'exemples concrets. Est-ce que je peux parler 2 minutes, par exemple, à Bagnolet où j'habite, il n'y a pas de commissariat de plein exercice. D'accord ? Alors qu'on fait des documentaires pour dire que Bagnolet, c'est le lieu où il y a de la drogue qui se vend, pas de commissariat de plein exercice. J'étais hier soir avec un commerçant qui a un café-restaurant dans la ville. Lorsqu'il appelle la police parce qu'il a des clients éméchés, il met 3/4 d'heure à arriver parce que c'est le commissariat des... Bref, je peux prendre cet exemple de plein d'endroits. Pas assez de policiers, pas assez d'enseignants, pas assez... Bon... Je ne vois personne qui se lève dans ce pays en me disant ouais, il y a trop de fonctionnaires, si ce n'est des gens qui sont parfois matraqués à force de lire le Figaro, peut-être. Que tout ça coûte cher. Si 76% des Français lisaient le Figaro, j'en serais heureux, mais je vous remercie qu'ils en subissent les conséquences indirectes. Un autre sujet, Alexis Corbière. Non, mais il faut. Mais c'est beau le service public. C'est ce qui fait qu'il y a de l'égalité. Le service public de l'éducation. Vous avez été confronté cette semaine à Jean-Michel Blanquer au cours d'un débat. Vous avez reconnu que c'était un ministre très compétent. Et à la fin de l'émission, encore un sondage, vous allez adorer, on a vu que 69% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon avaient été séduits. Est-ce que vous acceptez de dire que sur le baccalauréat, par exemple sur l'éducation, on a un gouvernement qui réfléchit et qui avance dans la bonne direction ? Ce que semblent dire vos électeurs. Alexis Corbière. Je vous adore. Parce que j'ai dit... c'est déjà un compliment depuis une émission. En plus, je vous apprécie. Mais vous dites une déclaration d'amour. Est-ce qu'elle vaut aussi pour Jean-Michel Blanquer professionnel. Mais j'ai dit, vous êtes un homme compétent. Reste à savoir au service de quoi votre compétence est mise. D'accord ? Et je lui ai rappelé, il m'a d'ailleurs reproché que sa compétence avait été mise au service de Nicolas Sarkozy, où il était en fait le vrai ministre, parce que M. Châtel était moins précis sur les questions d'éducation. Et il avait notamment supprimé près de 80 000 postes d'enseignants. Donc parce que comme toute la presse dit c'est un homme compétent, vous savez, moi je traite personne d'imbécile, hein, mais on a le droit, et autour de la table vous êtes des gens de grande qualité, Alexis Corbière, est-ce que vous donnez un quitus au gouvernement pour dire il fait la bonne réforme ou pas ? Premièrement, le problème, je vais le dire, de l'éducation nationale n'est pas le baccalauréat. Moi, je trouve. Deuxièmement, sa réforme du baccalauréat est une adéquation avec la logique de ce qu'on appelle Parcoursup, où désormais l'obtention du bac ne sera plus le diplôme qui permettra de choisir sa formation universitaire. Déjà, c'était mal en point, ça va être encore pire. Donc, vous aurez le bac, mais peut-être que vous ne pourrez pas faire ce que vous souhaitez. Mais le fond du problème, c'est ce que j'ai voulu dire au ministre Blanquer. On a eu un petit débat trop court, à mon avis, et il s'est braqué en plus. Il s'en est même excusé à la fin, j'ai trouvé ça dommage.
Trop d'inégalités dans l'éducation nationale. L'homme qui est devant vous de Seine-Saint-Denis, on le vit tous les jours. Lorsqu'il y a des profs absents, il y a 250 heures, selon l'académie elle-même, 400 heures selon les syndicats, chaque jour en Seine-Saint-Denis de profs absents qui ne sont pas remplacés. C'est là où se concentrent les enseignants, notamment les plus précaires, en contrat déterminé, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut prendre par un bout la question des inégalités. D'où ma proposition, que je veux refaire à ce micro, de cantine gratuite pour tous, parce que ça redonne du pouvoir d'achat. Non mais je veux terminer parce que sur France 2, ici on a un format un peu plus confortable, on tient tous les bouts, parce que des gens disent mais c'est une planante, pourquoi tu parles de ça? Parce que ça tient tous les bouts. Parce qu'on observe que dans les quartiers les plus défavorisés, 75% des enfants ne vont pas à la cantine. C'est exactement l'inverse dans les quartiers les plus favorisés. Si c'est un grand service public, on peut travailler sur question de santé publique. On a 4 millions d'enfants qui subissent l'obésité aujourd'hui. On a une filière, 12 millions de repas à servir par jour. Nos agriculteurs vont y gagner. On va faire du bio. On va vraiment avoir des menus, pourquoi pas, végétariens. Donc c'est génial. Et en plus, on rend du pouvoir d'achat beaucoup plus que... Mais oui. C'est très très cher. Alors, c'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'ai dit à Blanquer. Très cher, c'est le meilleur argument. Ça coûte 5 milliards. Et 5 milliards, c'est exactement ce qui a été rendu. C'est exactement ce qui a été rendu avec la suppression de l'ISF et la flat tax. 10 € pour un repas à la cantine. 3,30 € le repas moyen. Alors, 9 millions d'élèves et 180 jours. Alors, même à 3 €, ça fait la moitié de 15 milliards. Ça fait plus de 5 milliards, 6 milliards. Vous contestez, je vous dis 5, vous me dites 6. Parce que, alors, d'accord. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai dit d'ailleurs au ministre, c'est que si tout le monde va manger, c'est 7 milliards. Mais comme je ne suis pas non plus pour que ce soit obligatoire, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui c'est 75% à peu près, lorsque les gens n'ont pas de problème d'argent, qui vont à la cantine. C'est 7 milliards si tout le monde y va, c'est 5 milliards si ça reste à 75%. Bon, non, mais attendez, c'est génial, c'est faisable. C'est très important. Ce qu'il y a d'impressionnant, on a beaucoup de sujets. On vous a entendu sur la cantine, je le répète, sur Parcoursup. On gagne du pouvoir d'achat, on gagne en santé publique. Il n'y en a qu'une seule ministre qui ne sera pas contente, c'est Pénicaud, parce qu'on va licencier personne. Tous les autres seront contents. Alexis Corbière, est-ce que sur Parcoursup, vous appelez les étudiants à rejoindre les manifestations du 22 pour protester contre ce nouvel accès à l'université? Est-ce que vous leur dites, voilà, c'est le moment ou jamais, vous n'aviez pas réussi à les mobiliser il y a quelques semaines, est-ce que vous comptez toujours sur la jeunesse? C'est ce que je veux dire, sans paternalisme. Parce que les choses soient bien, que moi j'ai une tendance, un méditerranéen, à m'enflammer, mais c'est pas moi qui décide ce que les gens ont à faire. Non, mais vous les appelez? Mais oui, la France Insoumise, c'est-à-dire qu'on diffuse des tracts. D'abord, il y a une pédagogie à faire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien ce qui se passe. Notamment dans la jeunesse. Justement, Gabriel Attal, le porte-parole, un jeune, pour le coup, de La République En Marche, dit la chose suivante. Jean-Luc Mélenchon, je le cite, essaye de mettre dans la tête des jeunes un sentiment décliniste et fataliste. C'est qui dit ça? Gabriel Attal, le porte-parole de La République En Marche. Oui. D'accord. Bonjour le jeune. D'accord. Donc ce député de La République En Marche. Voilà. Bon, mais très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais je vais pas. Il y a du déclinisme et du fatalisme. Mais pas du tout. Je suis au contraire celui qui dit la France est grande, la France est belle. On a un magnifique pays. Arrêtons de passer notre temps à dire qu'en gros, si les chômeurs ne trouvent pas de boulot, c'est qu'ils bossent pas assez. Qu'en gros, s'il y a des gens dans la rue, c'est parce qu'ils veulent bien y rester. Honte à ces gens. Honte à ces gens qui ont osé dire par l'intermédiaire de parlementaires que s'il y avait des gens qui dormaient à la rue, c'est parce qu'il avait bien voulu. Il y a un abruti qui a dit qu'il y avait que, combien il a dit, 50 ou 500 personnes à Paris qui dormaient dehors. Julien de Normandie, le secrétaire d'État, franchement, il n'a pas relevé le niveau. La cohésion des territoires. Non, parce qu'au bout d'un moment, la fake news, ça commence à bien faire. Moi, j'ai tendance aussi, je suis un peu il a rectifié par la suite. Ouais, il vaut mieux, parce que c'est un peu indigne. Et puis n'importe qui se promène à Paris, vous regrettiez mes larmes tout à l'heure, mais à de quoi pleurer quand on voit des gens et des enfants qui dorment dehors. Parce qu'on a eu, depuis le mois de janvier, des dizaines de gens qui sont morts dans la rue. C'est insupportable dans un pays aussi riche. Donc, vous voyez, moi j'aime la France, la grande France, pas ce truc rabougri qui veut tout libéraliser, c'est insupportable. Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL nous a rejoint pour des questions. Juste une petite question juste avant. Est-ce que vous tendez, quand vous dites vous tendez la main aux syndicats, est-ce que vous leur faites une proposition formelle de rencontre avec Jean-Claude Mailly? On sait que ça n'a pas été simple au moment des ordonnances Pénicaud. Est-ce que vous leur tendez la main pour se retrouver autour d'une table et organiser ensemble la manifestation du 22? Il y a celle du 22, mais l'idée, pourquoi pas, ce serait d'une grande marche où on se retrouve pour dire non quand même à tous ces mauvais coups que porte le gouvernement. Effectivement, il va falloir qu'on se voit. Nous, on a toujours été disponibles. On l'a dit plein de fois. Aujourd'hui même, vous dites à la CGT, à la CFDT, on veut s'asseoir avec vous à la table et faire quelque chose ensemble, parce qu'ils sont toujours réticents depuis le début, parce qu'ils ne veulent pas une politisation, disent-ils, du mouvement.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, le refus du... Là, on sent que c'est dur de tendre la main quand même jusqu'au bout pour vous. Hein. Mais on a la main tendue, on a même ankylosé depuis un moment, depuis le mois de septembre. C'est eux qui la saisissent pas, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on a fait des propositions. On a fait quand même la plus grosse manifestation fin septembre contre M. Macron. Et quelle était la parole de Jean-Luc Mélenchon? Dire désormais, il faudrait se retrouver plus nombreux. Et on a lancé un appel. Après, plein d'arguments sont venus, des arguments historico-réels. Moi, on peut reparler de la charte d'Amiens, etc., de l'indépendance du syndicalisme. Parce que c'est ça l'argument. Oui, et nous, on est pour repenser tout ça. Et on peut se retrouver des syndicats et des forces politiques dans la rue pour le progrès et la justice sociale. Marie-Pierre Haddad, des questions, première réaction d'auditeurs. Et bonjour tout d'abord. Bonjour à tous, bonjour Alexis Corbière. Alors sur Facebook Live, James a réagi à votre émotion sur le plateau de Thierry Ardisson pour les employés de Carrefour. Et il préfère, lui, des solutions plutôt que des larmes. C'est comme ça qu'il nous écrit. Et il y a William sur Twitter qui a écrit, il est salarié chez Carrefour, et il s'étonne de voir que la France insoumise ne l'aide pas. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les salariés de Carrefour ? Mais attendez, problème des solutions, j'en ai dit. Je suis pour moi l'interdiction des licenciements pour les groupes qui font des profits. Ça ne devrait pas avoir lieu. D'accord ? Je suis deuxièmement, je l'ai dit, que si le groupe Carrefour avait la mauvaise idée de faire ces licenciements, il doit rendre l'argent public qui lui a été donné. D'accord ? Donc les solutions, elles sont là. Pour le reste, il y a une mobilisation de salariés, j'y vais. C'est une manière de les aider, modestement si je puis dire. Ma présence sur toujours, mais comme d'autres, fait qu'on parle de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que j'aille séquestrer M. Bompard pour le convaincre ? Je suis prêt à le faire. Vous êtes contre la séquestration des patrons ? Non, voilà, je veux dire, le problème, c'est pas de la violence. C'est d'abord convaincre dans ce pays que ce qui se passe là, dans ce grand groupe, n'est pas normal. Je parle pas de TPE, PME, qui parfois, on est parfois obligé de fermer la boîte. On parle d'un grand groupe qui fait des bénéfices records, qui a reversé à ses actionnaires 500 millions d'euros l'année dernière, qui ne cesse d'augmenter sur la part de richesse produite, la part qu'il reverse à ses actionnaires pour maintenir en quelque sorte le rendement. Et qui licencie ses salariés. Moi, franchement, mais ça vous arrache pas les larmes, ça ? Je ne le supporte pas. Parce que ça nous coûte cher tout ce chômage. Et donc, je peux rien faire d'autre. Moi, après, c'est une bagarre à mener, d'abord d'opinion. Les amis, y compris, il faut repenser le modèle de la grande distribution, mais ne laissez pas ce premier groupe français, pour faire de l'argent, envoyer sur le carreau 10 000 personnes. Ça coûtera très cher. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aussi sera présent à la mobilisation pour soutenir les salariés de Carrefour ? Oui, mais Jean-Luc, il est sur tous les ballons, donc il sera sur celui-là comme sur d'autres. Parce que je peux vous faire la liste. Vous plaisantez ou quoi ? Je veux dire, là, il ne cesse. En plus, il y a des élections partielles qui viennent. Jean-Luc Mélenchon va apporter son soutien. Et on a des agendas. On pourrait d'ailleurs, si vous voulez, les publier. Jean-Luc Mélenchon, je ne crois pas qu'il soit avare de son temps pour être sur bon nombre de combats, qui soient sociaux, économiques, etc. Bon, et sans compter tout le travail qui passe. Mais il vous laisse monter davantage, vous, au créneau et d'autres députés. Et collectivement, et c'est une bonne chose. Vous savez, moi, j'ai souffert. Pendant la campagne présidentielle, il était de bon ton quand j'arrivais sur un plateau de télé de dire à part Mélenchon, il n'y a personne, ce qui était déjà très élégant me concernant, mais passons. Mais aujourd'hui, j'observe qu'il y a des tas de nouveaux visages. Je pense à celui d'Adrien Quatennens, Hugo Bernalicis, Mathilde Panot. Donc on vous dit on ne voit plus Mélenchon. C'est une stratégie de la part de Jean-Luc. Non, mais bien sûr, de faire monter, de montrer qu'il y a du renouvellement, qu'on est un grand mouvement avec des personnalités diverses, un Ruffin, etc. Et c'est ça qu'il y a de génial. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon n'a pas pour vocation d'être le gigantesque baobab qui cache la forêt. Au contraire, d'être un pédagogue. Et de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas à la fois lui reprocher par moment d'occuper tout l'espace et dès qu'il est un peu moins là, dire qu'est-ce que tu fiches, Mélenchon ? Bon, voilà, il construit, il élargit. Et puis je pense que ça. Une toute petite question sur la France Insoumise, l'école de la formation. Oui, vraiment très rapidement. Donc, la France Insoumise a lancé son école de formation donc, pour former les militants à diffuser la parole insoumise. Bien sûr. Pour Patrick, il trouve que c'est du lavage de cerveau, tout simplement. Est-ce que vous n'êtes pas en train justement de vous enfermer ? Est-ce que ça ne peut pas nuire à votre action ? Non, Patrick Hator, il n'y a pas d'action collective sans transmission, sans mémoire. C'est pas vrai. D'ailleurs, Patrick lui-même, son opinion, il ne laissait pas fabriquer tout seul. Il est allé à l'école, il écoute les médias, etc. J'espère qu'il écoute les bons médias. Mais donc, c'est pas méprisant que de dire que dans un mouvement, il y a une histoire à transmettre. Moi, je suis devenu écolo parce qu'on m'a expliqué des choses. Je suis professeur d'histoire. J'aime bien réinscrire notre mouvement dans une grande histoire nationale française. Et tout ça, ça s'apprend. Où est le problème de faire des cours sur l'histoire de la laïcité, l'histoire de France, l'écologie ? Ou alors, sinon, on est un monde d'abrutis. Ou alors, encore pire, on est prétentieux, on pense qu'on sait tout. Mais moi, je sais pas tout. On va faire une pause et puis on reparle de tout cela après cette pause pour votre grand jury. À tout de suite, on parlera notamment de la loi immigration-asile. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.
Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI et Alexis Brézé du Figaro. Vous parliez en première partie, à la fin de la première partie, Alexis Corbière, du fait que Jean-Luc Mélenchon vous laissait monter davantage au créneau. Alors du coup, on peut se poser la question, l'élection présidentielle de 2022, est-ce qu'il sera forcément le candidat de votre mouvement ou pas ? Écoutez, on verra à ce moment-là. Moi, mon opinion, je le souhaite. Mais vous le souhaitez ? Moi, je trouve qu'il est aujourd'hui le meilleur émetteur de notre mouvement, le plus connu, celui qui a par ailleurs le plus de talent. On a le droit de le dire. J'ai l'impression que dans ce pays, ça devient... Moi, j'ai toujours dit, parfois, paraphrasant une vieille chanson de Serge Lama, c'est mon ami et c'est mon maître. Voilà, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il m'a appris beaucoup de choses. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, une capacité de pédagogie. Voilà, et il aura 71 ans en 2022. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer la main à vous, par exemple ? Non, c'est pas une obligation. Non, on verra. On se réinvitera. Non, mais c'est pas le sujet, vous voyez, y compris, c'est au-delà même, je réponds même pas sur mon cas personnel, mais je veux dire, actuellement, il est président de groupe, je trouve qu'il est quand même sacrément en forme, et puis voilà, et pour l'instant, on est en dynamique. Ce que veut Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on réussisse, on a des échéances sociales, on en a parlé, des manifestations politiques, les élections européennes, on va évoquer des visages, je voudrais les citer, Manu Bompard, Charlotte Girard, Younous Omarjee, c'est des personnalités qui vont mènera marquer... la liste aux européennes, d'ailleurs. Je vous ai donné 3 noms, je pense qu'il y a des noms là-dedans qui sont... Emmanuel Bompard. Ça serait bien que ce soit une femme ou Charlotte Girard me semble que c'est une femme, non ? Non, mais qui a votre préférence ? Moi, je vous ai cité des noms. Non, mais ce que je veux pas, c'est que ce serait écrasé un peu de ma présence sur un plateau télé pour dire des choses qui vont quand même être débattues collectivement. Mais je vous ai cité des noms qui me semblent être des noms qui sont plutôt en train de porter notre mouvement. Et puis on va chercher à agréger. Il y a des tas d'autres. Hein. Je veux dire, puis même il y a Gabriel Amar, il y a plein de gens qui sont des personnalités de notre mouvement. Et puis s'il y en a d'autres qui veulent venir, bienvenue, à condition qu'on soit un peu d'accord sur le fond. C'est quand même l'essentiel. Alors justement, est-ce que vous voulez des alliances avec d'autres partis ou pas ? Certains, comme Clémentine Autain, disent qu'il faut tendre la main aux communistes, il ne faut pas s'isoler. Et vous êtes plus réservé, même Jean-Luc Mélenchon. Quelle est la parole de la France J'ai dit déjà à condition qu'on soit d'accord sur le fond. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous proposent l'unité en voulant déjà qu'on abandonne nos propositions. Benoît Hamon, notamment. Voilà, qu'il est gentil. Je connais ce truc par cœur. Hein. L'école de l'UNEF, je connais. Unité, mais tu changes complètement ton opinion. Mais unité. Vous dites c'est bidon sans il dit il faut l'unité, mais il faudrait que sur les traités européens, en quelque sorte, on reste dans le cadre des traités européens. Il y a là un désaccord de fond. Mais comme Benoît Hamon, que je connais bien, qui doit être respecté, lors de son congrès de génération, a dit aussi d'autres choses, éventuellement qu'il était prêt à sortir des traités européens, car c'est le fond du problème. Il faut avoir une stratégie vis-à-vis de l'Union européenne, du moins c'est un autre, de rapport de force, qui dit qu'il faut changer, notamment il faut en finir avec ces traités d'austérité, il faut en finir avec les directives des travailleurs détachés, etc. Mais et les traités sont-ils légitimes ? Parce qu'on peut parler de l'illégitimité de traités. C'est-à-dire que le peuple français n'a jamais donné son accord, et nous pensons que rien ne peut être fait en respectant ces traités. Pour travailler avec vous, il faut forcément être sur votre ligne. On ne peut pas imaginer que vous travaillez avec des partis qui ont des convictions différentes. Je pense par exemple au PS. En politique, c'est gênant de faire des choses avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, parce que c'est aux électeurs de choisir. Et par exemple, sur les 4 candidats au PS, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Arvounas, Emmanuel Morel, qui est censé représenter l'aile gauche, il n'y a pas des convergences ? Je veux dire, je me reconnais évidemment beaucoup plus dans ce que dit Emmanuel Morel, qui est un homme qui parle une langue très mélenchonisée, que plutôt que les autres qui sont vraiment à quel degré de hollandisme vous voulez le renouvellement. Bon, vous souhaitez son élection à la tête du PS, Emmanuel Ça serait une manière de finalement fusionner, d'arriver ensuite à faire quelque chose ensemble. Non, mais pourquoi pas ? Oui. Non, mais je veux dire, franchement, c'est pas le sujet. Je pense que là, le cadavre, il a quelques frémissements encore. Je veux dire, je crois qu'on est dans un cycle historique. Non, mais prenons de la hauteur. Le cycle historique de l'élection présidentielle. Ça va faire plaisir aux socialistes, ça. Non, mais le cycle historique de l'élection présidentielle, selon moi, marque la fin du Parti socialiste. Voilà, c'est fini. Lors des élections partielles qui ont eu lieu, vous savez combien il a fait, le candidat socialiste, dans les 2 élections ? 0,7%. Attendez, non, mais un mot, parce qu'il faut avoir un peu de mémoire. Au territoire de Belfort, j'y suis allé, l'ancienne circonscription de Raymond Forny, ancien président de l'Assemblée nationale socialiste. Le candidat socialiste a fait je sais pas combien des exprimés, 0,7% des inscrits. C'est à l'état de trace, si vous voulez. Pour trouver un socialiste, il faut y aller avec une loupe comme ça, d'accord ? Parce que les gens, à juste raison, n'en peuvent plus de ça. Mais justement. Donc nous, au lieu de me faire parler de ça, je préférerais vous parler de comment, à travers la France insoumise, agrège des gens et l'opinion des petits appareils. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas l'air tellement partisan de passer des accords, parce qu'il dit, vous parliez des partiels, il dit au partiel, on fait des meilleurs scores là, on va tout seul, que là où on s'allie. Et on a l'impression qu'il dit, en fait, plus on s'affirme seul, plus on a des chances de gagner. À condition que vous compreniez que la France insoumise est un mouvement d'agrégation de cultures différentes politiques, mais qui se retrouve sur un programme. Le groupe France Autour insoumise. de ses idées.
Mais il faut toujours se retrouver autour d'idées en politique, pas autour de combines et pas autour de qui c'est qui veut des sièges. Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, dit que vous voulez rassembler tout le monde tout seul. Et il le regrette. Pierre Laurent, du PC. Justement, il faut avoir l'oreille fine. Quand des gens ne vous parlent d'unité que parce qu'ils sont inquiets pour leur siège, je dis pas bon. D'accord ? Et Pierre Laurent, puisque vous le citez dans cette même interview, il est nostalgique du Front de gauche, qui faisait 6%. Oui. Prévenez Pierre Laurent que Mélenchon a fait presque 20%, d'accord ? Avec la France Insoumise. Donc vous ne referez pas d'alliance avec lui. Je ne veux plus refaire 6%, d'accord ? Donc vous ne ferez plus alliance avec les communistes. Pas d'alliance privilégiée avec un parti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est agréger aujourd'hui sur quelque chose de nouveau, qui ne se limite plus à la petite unité de la gauche antilibérale, et de savoir comment tel groupuscule va... Tout ça, il faut être large. Et après, tous ceux qui comprennent ça, et beaucoup de gens l'ont compris, y compris qui étaient nos amis qui avaient fait le Front de gauche avec nous, sont les bienvenus dans le cadre de la France Insoumise. Je répète, regardez notre groupe à l'Assemblée nationale. Il y a des personnalités diverses. Je vais citer des noms. Quand une Danielle Obono n'a pas la même histoire que moi. Un François Ruffin n'a pas la même histoire que moi. Bénédicte Thorin, elle-même, était militante du Parti communiste. On est le vrai groupe qui agrège. Et je me marre parfois de voir des gens qui sont tout fermés autour de leur appareil dire vous élargissez pas, alors que eux sont uniquement cadrés sur au secours l'appareil, on a besoin de défendre ça. D'ici 2022, avant 2022, c'est de faire tomber ce gouvernement Philippe, par exemple, pour avoir un autre Premier ministre, en espérant que vos idées infusent davantage. Est-ce que c'est votre objectif politique ? Vous connaissez évidemment, parce que je serais curieux de faire de la politique en cherchant pas à ce que mes idées dirigent le pays. Je ne suis pas dans la posture. Mais pendant cette mandature-là, c'est-à-dire qu'il y ait des législatives anticipées, par exemple, est-ce que c'est votre objectif ? Attendez, déjà, moi je suis un démocrate. D'accord ? Maintenant, je regrette que la Ve République fait que le système est extrêmement verrouillé et mon rôle de parlementaire était un rôle d'interpellation que nous menons à plein, mais qui parfois montre bien la puissance, d'écrasement de la Ve République, qui donne aujourd'hui une surreprésentation au macronisme. Ils sont 310 députés, alors que je ne crois pas que dans le pays, ils sont aussi majoritaires. Donc, quelle est ma fonction comme parlementaire ? Déjà de montrer qu'on pourrait diriger, qu'il y a un sérieux. Quand je dis moi, une fois de plus, je personnalise, mais je parle de tout ce qu'on fait avec nos amis. Je suis intervenu 658 fois à l'Assemblée nationale. Avec mes amis, on a soutenu 2000 amendements. On fait des propositions de loi. On en a fait 5 la dernière fois, sur le burn-out, sur la question... Est-ce que la contestation populaire, elle doit amener à un bouleversement politique avec une dissolution pour qu'il y ait éventuellement davantage de députés ? Est-ce que c'est aussi ça que vous espérez au moment d'une agrégation des contestations dans la rue ? S'il y avait une contestation dans le pays, ça s'est déjà vu, c'est conforme à l'histoire de notre pays. Il peut y avoir, d'un point de vue démocratique, de la part du président, une volonté de revérifier s'il est majoritaire. Pourquoi pas dissoudre et refaire une élection ? Ça pourrait être une solution démocratique. Mais fondamentalement, ce qu'il faut repenser, me semble-t-il, mais ça c'est pas un scoop, on l'a porté pendant la campagne présidentielle, c'est assez de la Ve République. Passons à la Sixième République, des droits nouveaux pour les citoyens. Pourquoi pas le droit pour les citoyens de révoquer les élus en cours de mandat et de dire, au moins, ce serait démocratique et civilisé pour dire, si les gens n'en veulent plus, on change. Et là, il y a un caractère de monarchie présidentielle très boursouflé, avec notre bon roi et la reine, qu'on voit tous les jours. Selon la semaine, il a une tenue différente. Un coup, il est pilote d'avion, la fois, etc. Non, mais il y a une exacerbation de la fonction présidentielle, me semble-t-il. Sous Macron, particulièrement. Vous ne trouvez pas ? Je pose la question. Non, mais moi, j'ai l'impression que la monarchie républicaine est plus forte. J'ai l'impression que c'est le personnage dominant qui tranche, qui brise. D'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure le service national universel. Beaucoup de questions sont plus tranchées aujourd'hui à l'Élysée. Alors, c'était déjà le cas avant. Et puis, on a une personne... Alors, l'homme a du talent, sans doute. Mais, comment dirais-je, son personnage écrase tout. Moi, vous savez, je suis un républicain. Je pense que c'est au Parlement que le pouvoir doit avoir lieu. Et d'ailleurs... Je suis assez agacé par M. de Rugy qui fait sa petite besogne d'anti-parlementarisme, où il est de bon ton aujourd'hui de dire en trop, ça bavarde trop, on perd du temps, un petit reportage par-ci pour expliquer que les uns sont trop payés, qui finit par le commentaire. D'ailleurs, vous souhaitez qu'il y ait un changement de président de l'Assemblée nationale ou pas ? Vous dites qu'il n'est plus à la hauteur ? C'est pas mon candidat, je vais vous dire tout de suite. Non, mais est-ce que vous souhaitez qu'il... Parce que vous dites que sur l'absentéisme, il est trop dur, que les sanctions qu'il veut infliger sont dignes d'un shérif ou d'un chef et pas d'un président. Est-ce que vous dites qu'il n'est plus à sa place ? Je trouve surtout que ceux qui font la leçon devraient se l'appliquer eux-mêmes. D'accord ? Parce que quand M. de Rugy, puisqu'on parle de lui, était parlementaire sur la mandature précédente, il était un des plus absents de travail en commission. Donc, c'est le surveillant général, mais quand il était élève, c'était pas le meilleur élève. D'accord ? Donc, deuxièmement, vous voulez qu'on parle du statut et du train de vie des députés ? Pas de problème. Mais on va aussi parler du statut et du train de vie du président de l'Assemblée nationale. De quels moyens il dispose ? De combien de collaborateurs il a ? Moi, mon bureau, je vais vous dire, il est quasiment, où on travaille à 4, il est grand comme cette table. D'accord ? Donc, les conditions ne parlent... Ça fait quand même 15 mètres carrés. Non, oui, d'accord. Mais enfin, tous les jours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me plains pas. Ce que je me plains pas, mais qu'on arrête de faire croire dans ce pays
que les parlementaires se goinfrent ou je sais pas quoi. De toute façon, il faut réformer l'Assemblée nationale. Je suis pour une 6e République, plus de travail parlementaire. Mais je vois bien qu'il y a une petite musique qui vise à dire il y a trop de pouvoir au Parlement. Alors, en vérité, au Parlement, il va y avoir des sujets de fond abordés cette semaine. Alexis Brézé. Notamment la loi immigration-asile qui va être présentée en Conseil des ministres cette semaine, notamment pour faciliter la reconduite aux frontières d'un certain nombre de migrants qui n'auraient pas accès au statut de réfugiés. Vous dites que Collomb fait du mauvais Sarko. Pour vous, la politique actuelle et celle de la droite il y a quelques années, c'est bonnet blanc, bonnet, c'est tout pareil. C'est-à-dire que ma formule, elle est limitée, mais c'est du Sarko, au moins Sarkozy, c'était Franck Ducollier. Voilà. Ce qui m'insupporte, c'est le côté humaniste, etc., de la part de ce gouvernement, de la part de certains, qui en vérité appliquent la continuité d'une politique qu'on a déjà connue, qui vise à dire quoi, qu'on va régler le problème de l'immigration par des mesures policières. C'est faux. Premièrement, on fait perdre du temps à notre police. Deuxièmement, la question de l'immigration, qui est un gros problème, doit être réglée d'abord en évitant que vous ayez aujourd'hui des millions de gens qui se jettent sur la route parce que pour des raisons climatiques, en raison de guerre, en raison de traités de libre-échange qui ont saccagé leur économie, sont obligés de partir. Là, vous parlez de l'action dans le pays d'origine. Mais voilà, mais ce que je veux dire, arrêtons de... Non mais je vais vous dire une chose, quelle que soit notre opinion, les gens qui m'écoutent, et je vais même faire un clin d'œil, même si vous votez Front National, écoutez-moi, ne croyez pas qu'on va régler le problème de l'immigration en mettant des barbelés et en étant plus dur. C'est un problème lourd, d'accord, très lourd. D'ailleurs, humainement, il y a toujours un cœur qui bat. On ne va pas, des femmes et des enfants, les balancer à coups de pied, les mettre tous dans des centres de rétention. Alexis Corbière, il y a eu des déclarations, il y a dans le passé de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Gindre. Sur la question du tri, Jean-Luc Mélenchon, c'était au début de la campagne présidentielle dans Le Monde en 2016, il dit « Je n'ai jamais été pour la liberté d'installation, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Ce serait une chance si 10 000 médecins venaient s'installer en France. » L'une des raisons d'être de ce projet de loi, c'est justement de discerner entre les catégories de réfugiés, migrants économiques. Parce que c'est précisément sur cette phrase que Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit, et c'est de la part de Jean-Luc, c'est pas courant, qu'il s'était mal exprimé, parce que le but n'est certainement pas que les médecins des pays étrangers viennent en France, et il y en a besoin dans ces pays-là. Il voulait illustrer le fait qu'il peut y avoir un aspect positif dans l'immigration. Vraiment, vous avez choisi la phrase sur laquelle, me semble-t-il, publiquement, Jean-Luc Mélenchon a dit, cette phrase-là, elle a une polysémie qui n'est pas utile. Il faut que les ingénieurs, comment dirais-je, l'élite intellectuelle des pays, en plus, mais je dis élite au sens large, avec le sens très positif du mot, aide les pays au développement, et surtout pas les puissances économiques qui captent tout ce qu'il y a de meilleur et qui, en quelque sorte, étouffent encore plus les pays en voie de développement. Au-delà, est-ce que vous dites on peut faire une différence entre les réfugiés politiques et les réfugiés économique. C'est très compliqué. Et ben voilà, c'est très compliqué. Donc on ne peut pas. Vous avez des gens qui quittent leur pays parce qu'une fois de plus, en raison de traités de libre-échange, on a saccagé leur propre économie, il n'y a plus rien. Mais c'est ce que le gouvernement veut faire. Vous dites c'est pas possible de le faire. Et le gouvernement, ce que j'entends de sa musique principale, c'est pour ça que je me permets la formule que c'est du Sarko hypocrite plus que du mauvais Sarko, parce que c'est que tout ça visant à faire croire que le problème c'est qu'il y a trop d'associations humanitaires qui sont trop généreuses, etc. Ça ne rime à rien. Il faudrait une grande conférence internationale qui dit aujourd'hui, non mais c'est le fond. Vous ne répondez pas entre économique et politique. Le gouvernement dit les réfugiés politiques oui, les réfugiés économiques non. En gros, c'est ça la thèse. Est-ce que vous dites c'est une thèse légitime ou vous dites il faut accepter tout le monde? Tout le monde, ça veut rien dire. Mais prendre notre part de manière importante là-dedans, sans aucun doute, et arrêter de faire... Et d'ailleurs, je veux dire, par rapport à d'autres pays européens qui en sont cités un exemple, on ne peut pas dire sur le cas syrien que la France se soit illustrée. Combien de migrants vous pouvez accueillir par an en France? Est-ce que vous avez un chiffre? Je dis plusieurs fois, mais c'est des chiffres qui n'ont pas de sens. Combien? Le nombre qu'il faudra pour éviter qu'il y ait des femmes et des enfants dans les Alpes qui soient en sandales, dans la neige. D'accord? On est quand même la France. On a proclamé les droits de l'homme et du citoyen. Ça fait de notre pays un pays regardé dans le monde entier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Eh bien moi, vous parliez de mes larmes, ça me fait pleurer quand je vois des gamins, putain, qu'on accueille indignement dans ce pays. Je vous le dis. Donc arrêtons, sortons de ce débat sur l'immigration qui vise à me faire quoi? À me donner des chiffres. Mon chiffre, c'est le chiffre qui permettra, en fonction de tous les pays qui ont la capacité, d'éviter que des gens se tuent pour traverser la Méditerranée, pour essayer de fuir la misère. Voilà ce que je dis. Ça prendra du temps, assez de la démagogie. Ceux qui veulent faire croire que c'est par des uniformes qu'on va régler le problème nous amènent dans le mur, parce que déjà la police et l'armée n'y arriveront pas. Vous comprenez, j'en ai assez de répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à l'heure actuelle? Arrêtons de mettre ce thème, même si j'aime beaucoup me réunir avec vous, je peux pas faire une interview sans qu'en permanence on a l'impression qu'il faut parler de ça, alors que c'est quand même un sujet qui me semble être un dernier mot, parce qu'il y avait un engagement du président de la République qu'il n'y aurait plus personne dans la rue au 31 décembre. Il parlait des migrants et au-delà, on l'avait compris, sur les sans-abri. Il a reconnu cette semaine, nous n'avons pas réussi. Est-ce que vous vous dites c'est possible de réussir et de mettre fin à l'absence d'hébergement pour ces personnes-là, pour l'intégralité des personnes concernées? Pour le coup, c'était une belle parole que de se fixer ça comme objectif.
Alors, est-ce que c'est possible? C'est compliqué. Partir de là, on peut quoi faire? Utiliser ce qui existe par la loi. Je repense à la belle figure de l'abbé Pierre qui avait obtenu, c'était sous Chirac, le droit de réquisition des logements vides. On peut remettre ce dossier sur la Mais table. vous reconnaissez que c'est pas un problème de volonté, simplement. Ah ben, ce que j'observe, c'est que quand même, ne même pas appliquer la loi de réquisition dans les grands centres urbains tels qu'en région parisienne et arriver et dire, bon, finalement, il ne s'est rien passé, voire même quelques premiers de la classe qui se font obliger pour faire plaisir au chef de dire, non, mais il n'y a pas de problème en vérité, ceux qui sont à la rue, c'est qu'ils l'ont pas voulu, ils l'ont voulu, c'est vraiment pas bien. Ce que je reproche à ce gouvernement, c'est pas d'être arrivé à 100% de personnes qui dorment à la rue d'ici ce 31 décembre-là, c'est qu'ils n'ont rien fait. Rien, il n'y a pas eu vraiment de moyens supplémentaires d'hébergement qui a été mis en place et aucune mesure où il y a des grandes administrations qui ont fermé, des grands bâtiments qui sont vides et où on dit on va les ouvrir pour que quand même des femmes et des hommes qui sont des êtres humains. On est quand même frères en humanité. En revanche, mais pourquoi on peut plus dire ça aujourd'hui? En revanche, le dernier chiffre du chômage fait état de 8,7% de chômeurs. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, pour le coup, obtient des résultats et vous dites son action fonctionne ou pas? Ou est-ce que vous dites c'est déguisé? Dit, la décrue du chômage de masse a commencé. Alexis Corbière, elle vient de le déclarer. Ok. Moi, je crois que tout ça est un effet différé quand même d'une reprise économique sur lequel ce gouvernement n'y était pour rien, voire même celui d'Hollande auparavant, qui est un effet énormément... Donc merci Sarko alors, si c'est ni Hollande ni Hollande. Oui, ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Mais qu'importe surtout... Ça vient bien de quelque part et de réforme, non? Ou code extérieur. Moi, je ne crois pas, parce que prenons garde à ce que beaucoup d'économistes annoncent et qu'il risque d'y avoir une situation d'un krach boursier, que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'il y paraît. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un élément très discutable sur ce qui sont les chiffres de qu'est-ce qu'un chômeur, selon les normes du BIT. Parce que je rappelle que n'est plus considéré comme chômeur un homme qui est disponible dans les 15 jours qui viennent et aurait travaillé... C'est faux ce chiffre de 8,7%. Je continue à penser que le chômage de masse est très important, qu'il y a un problème, y compris de gens qui sortent des statistiques. Je crois que c'est un effet en trompe-l'œil à ce stade. Parce que les statistiques n'ont pas été changées d'un mois sur l'autre. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de changement de règle du jeu dans la mesure du chômage, même si on peut contester la mesure elle-même. C'est un chiffre extrêmement discutable. Mais moi, je veux bien me féliciter si le chômage recule. La réalité, c'est que souvent, la précarité qui avance, que c'est des mauvais jobs, et d'un point de vue industriel, il n'y a rien de sérieux qui a été fait, d'un point de vue de vers quoi on fait tourner ce pays, parce que c'est ça l'essentiel. Dans quel secteur, en vérité, ça crée des emplois? D'ailleurs, les études le démontrent, c'est souvent des mauvais emplois, dans le sens où extrêmement précaires. Est-ce que vous pouvez dire honnêtement, moi je suis anti-macronien, mais est-ce que quelqu'un peut me dire ici, non mais c'est pas un scoop, mais qu'il y a eu un grand projet industriel, écologique qui fait que ce pays avance et qu'on crée des emplois. La transition écologique, c'est génial, ça peut créer des milliers d'emplois. On le fait pas. Est-ce que vous êtes prêt, Alexis Corbière, à vous féliciter de bonnes nouvelles? On a appris que le PDG de Renault avait consenti à baisser son salaire de 30% pour la partie française. Est-ce que vous dites merci patron, merci Carlos Ghosn? Alors, Merci Patron est un excellent film à aller voir, et un DVD maintenant de François Ruffin. Non mais ce qu'il faut sortir de ce truc où, selon la générosité de mon bon maître, on va lui dire merci. Il faut des règles saines, pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20, d'accord, qui permet que quand les grands patrons veulent s'élever, on monte tous. D'accord ? Et ça ne doit pas être laissé à la discrétion de je sais pas quoi, qui après avoir touché je ne sais trop combien d'actions, on prend un peu moins parce qu'il trouve qu'à un moment donné, dans le paysage, c'est pas bon d'être trop rémunéré. Moi, je n'ai rien contre les uns et les autres. Je dis, mettons des règles, pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans l'entreprise, ce sera très bien. Aujourd'hui, vous avez des écarts, j'évoquais tout à l'heure Carrefour, de 1 à 800. De 1 à 800 entre les caissières que j'ai vues, qui touche 1 100 euros par mois, et M. Bompard qui prend tous les mois 800 000 euros par mois. Quand je parle de Bompard, c'est bien Alexandre Bompard, Manu Bompard, c'est mon une candidat. Petite question, Marie-Pierre Haddad vient de nous rejoindre, une petite question sur une affaire, l'affaire Théo, ce jeune homme, on s'en souvient, blessé lors d'une interpellation en février 2017, Alexis Corbière, à en croire des informations de presse, les expertises confirment des blessures graves, mais pas le viol dont un des policiers est accusé. La qualification de viol pourrait donc être revue. Quelle réaction? Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites que c'est le cours normal de la justice? Bon, la justice s'exprime. Moi, qu'est-ce que c'est qui est important? Premièrement, je souhaite que le dialogue soit rétabli entre la jeunesse, pour faire simple, les habitants des quartiers populaires et la police. La police est utile, d'accord? Je ne suis pas un anti-flic, pour le dire clairement. Et si des policiers m'écoutent, il faut un travail difficile. Moi, je le vis tous les jours, j'en rencontre, vraiment pas simple, avec des moyens à la baisse, notamment en raison des coupes qui ont été faites par ceux qui aujourd'hui se prétendent les amis de la police, qui, sous Sarkozy, n'ont pas fait. Attendez, une fois que j'ai dit ça,
Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Notre idée de récépissé qu'on a présenté, ça permet notamment, beaucoup de jeunes en ont assez. Pour les contrôles d'identité. Voilà, ont l'impression, à tort ou à raison, mais discutons-en, avec des outils qui sont trop contrôlés, notamment souvent parce qu'ils sont soit d'origine maghrébine, soit noirs de couleur de peau. Ils n'en peuvent plus. Toutes les études sociologiques qui ont été faites, des études universitaires, montrent qu'ils auraient raison. Donc, comment on fait? Tranquillement. On a proposé ce récépissé dans nos projets de loi qui fait comme fonctionnaire de police, quand il contrôle quelqu'un, il a parfois de bonnes raisons de contrôler quelqu'un, lui donne un document et qu'après la personne puisse dire mais moi j'ai été contrôlé 12 fois. Non mais attendez, c'est important parce que l'affaire Théo elle est là-dedans. Oui. Elle est là-dedans. Je pense que Théo, je ne comprends pas comment il a pu se faire déchirer l'anus à plus de 10 cm. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas sain. D'accord? Alors après, on peut discuter qualification viol ou pas, mais il y a eu quelque chose qui est, me semble-t-il, même les images le montrent, une violence déployée que d'un point de vue républicain, je ne comprends pas. Alors après, on peut discuter, mais sortons. Pourquoi ça a ému beaucoup de gens dans le quartier? C'est qu'il y a eu le sentiment un peu fondé qu'il y a souvent des méthodes extrêmement brutales et un ras-le-bol de la part de la jeunesse qui se fait souvent contrôler. Donc je suis pour le dialogue. Voilà, Marie-Pierre Haddad. Moi, Marie-Pierre Haddad. Pardon. Oui, on a eu une question d'Alexis. Il revient sur le service national obligatoire. C'est que des Alexis, là. Exactement. Alexis, 7, c'est la coalition des Alexis. Et il nous demande, par rapport au service national obligatoire, et si le jeune refuse, est-ce que par exemple, il faut s'attendre, est-ce qu'il y a un représentant des forces de l'ordre qui arrive chez soi, le prenne et l'emmène en prison? Bah bon, c'était. Non, mais j'aimerais qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que le service qui serait fait. Vous dites pas non. Quoi? Vous dites pas non. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Moi, je suis pour que ce soit obligatoire. Oui, avec une sanction. Bah oui, mais comment dirais-je? Je suis sûr que. Non, mais quand je suis. C'est une question même juridique qui se pose. Moi, je suis même prêt à aller vers le vote obligatoire. Ça ne pose pas de difficulté, à condition qu'on prenne en compte le vote blanc. Moi, j'ai rien, l'obligation. Tous, il faut déclarer ses impôts, les payer, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, là, mais qu'on comprenne bien, parce que c'est pas le retour à l'adjudant Cronenbourg et la caserne, ce qu'on propose. C'est un grand service civique sur des tâches nouvelles, notamment qui peuvent être tournées vers l'écologie. Je l'évoquais tout à l'heure, l'aide à la personne, etc. Peut être un temps de formation, ça peut être le permis de conduire gratuit. On sent, mais moi je suis père de famille, ça prend à la gorge cette affaire. Vous voyez, beaucoup de jeunes auraient intérêt, ils seraient rémunérés pendant 1 an, ils auraient une formation. Bon, voilà, donc je suis sûr qu'il y aurait plutôt un enthousiasme plus qu'une volonté de fuir ce service-là. Marie-Pierre Haddad. Il y a aussi un autre sujet qui a beaucoup été débattu chez nos internautes. Cette semaine, il y a eu le procès de Pontoise. Donc, c'est un homme de 29 ans qui devait être jugé pour une relation sexuelle avec une jeune fille de seulement 11 ans. Et le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent. De son côté, le gouvernement, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, veut fixer un seuil en dessous duquel un enfant ne peut pas être considéré comme sexuellement consentant. Et eux, ils disent que ce serait entre 13 et 15 ans. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le fait de fixer un seuil? Est-ce que vous fixerez cette limite aussi à 13-15 ans? Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis père de famille de 3 filles. C'est un sujet sensible. Je suis pour que des spécialistes s'expriment là-dessus. 11 ans, évidemment, c'est une folie. Voilà. Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que ça nécessite une compétence sur un sujet extrêmement compliqué, voilà, sur lequel je ne veux pas dire de sottises. Mais c'est un gros sujet, un beau sujet. Voilà. Vous avez le droit. Juste une toute dernière question. La Syrie, Emmanuel Macron a dit qu'il envisageait éventuellement des frappes unilatérales contre la Syrie s'il y avait était avéré qu'il y avait l'utilisation d'armes chimiques. Est-ce que vous soutiendriez à ce moment-là le président dans sa démarche? Je pense qu'il faut d'abord une issue diplomatique à tout ça. Attention à ce que les frappes n'en rajoutent pas aux frappes. Si on évoque le dossier syrien, le plus choquant, c'est d'abord les frappes de la Turquie contre nos amis kurdes qui nous ont aidés à faire reculer Daesh. Et c'est une honte que la France ne s'exprime pas là-dessus, que ceux qui étaient les plus courageux, les armes à la main, aujourd'hui se voient bombardés par la Turquie, qui, je le rappelle, fait partie de l'OTAN et dont nous faisons encore partie de l'OTAN. Et M. Erdogan, reçu à Paris par M. Macron, sur lequel il n'a rien trouvé de mieux à dire que finalement, c'est vrai que les Kurdes faisaient partie de la liste des terroristes. Merci Alexis Corbière, c'était votre grand jury. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette antenne et sur nos antennes. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle semaine. À la semaine prochaine pour un nouveau grand jury.